L'Inde va octroyer une ligne de crédit de 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour l'acquisition d'autobus et de véhicules. L'ambassadeur de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire l'a signifié au président Ouattara aujourd'hui lors d'un entretien. Les premières dames d'Afrique ont procédé à Accra au lancement de la campagne continentale destinée à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida qui touche majoritairement les adolescents. C'était lors de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Le 12 février 2002, les Nations Unies ont signé un protocole qui interdit l'enrôlement des moins de 18 ans dans les conflits armés. Aujourd'hui, 12 février, journée internationale de l'enfant soldat. Nous reviendrons sur l'exploitation de ces enfants dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, a été présenté au président Ouattara hier. Ce rapport porte sur le contrôle du pluralisme d'expression, la couverture médiatique de l'élection présidentielle de 2015 et la mise en œuvre effective de la libéralisation de l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. La ACA devant le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi. Une rencontre conformément à la mesure selon laquelle chaque institution doit rendre compte tous les ans de ses activités au chef de l'État. Pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, le président Alassane Ouattara, en recevant le rapport sur le bilan des activités 2015 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, honore la grande famille de la communication. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui honorés du fait que vous puissiez nous recevoir ce jour, la ACA et moi-même. Et nous vous en remercions parce que c'est tout le secteur de la communication qui est honoré. Le rapport présenté fait état du contrôle du pluralisme politique, de la couverture médiatique réussie de l'élection présidentielle d'octobre dernier, ainsi que de la mise en œuvre de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Ce dernier point, selon le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, constitue l'un des enjeux majeurs pour faire face aux nombreux défis de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, en raison des évolutions techniques majeures qu'il connaît, le secteur de la communication audiovisuelle fait face à d'importants défis dont la ACA mesure la portée. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place la réception des émissions audiovisuelles étrangères sur le territoire national ainsi que l'exploitation des fréquences radioélectriques non autorisées. Il nous faut véritablement acquérir des équipements appropriés pour qu'à terme, l'on puisse empêcher techniquement la réception et la diffusion illégale de ces émissions, dont les contenus peuvent constituer parfois une menace réelle pour la protection de l'enfant, de l'adolescent, et même quelquefois constituer une menace pour la sûreté de l'État et la sécurité publique. Mais, Monsieur le Président de la République, la véritable réponse à cette situation réside dans la mise en œuvre effective de la libéralisation. Si un paysage reste longtemps en jachère, il arrive que chacun y fasse pousser ce qu'il veut. Donc, un effort commun est nécessaire pour que notre paysage puisse évoluer de façon harmonieuse. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir félicité les membres de la ACA, les a encouragés à poursuivre leurs activités. Il a indiqué qu'un État sans institution forte ne peut être crédible. La ACA est une institution importante. L'audiovisuel est un outil formidable aujourd'hui dans la gouvernance de tous les grands pays, de tous les pays modernes. Nous avons l'ambition de donner à notre pays une nouvelle constitution, j'espère cette année, par référendum. Et cela doit nous permettre de revoir le nombre et la qualité des institutions de la République. Les institutions sont importantes, de mon point de vue, parce qu'un État sans institutions crédibles ne peut pas en réalité tenir face aux crises. Et en cela, je voudrais vous féliciter pour la patience dont vous avez fait preuve à l'occasion des élections de 2015 qui nous ont permis de faire des élections équitables, réussies et surtout apaisées et reconnues par la communauté internationale. Et le président de la République de rassurer pour terminer les membres de la ACA quant à son soutien sans faille
en vue des moyens à leur apporter pour la réussite de leur mission. Le président Ouattara a échangé avec l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Dinesh Bhatia est venu faire ses adieux au chef de l'État. Il a fait un tour d'horizon de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays. Dinesh Bhatia a aussi informé le chef de l'État de l'octroi d'une ligne de crédit de 50 milliards de francs CFA de l'Inde à la Côte d'Ivoire pour l'acquisition d'autobus et de véhicules. À Ouattouri. L'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, est venu informer officiellement le président de la République Alassane Ouattara de la fin de sa mission en Côte d'Ivoire. Une occasion pour lui de passer en revue les relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays. Depuis 2005, date d'ouverture de la mission diplomatique ivoirienne à New Delhi, l'Inde intervient activement dans le financement de nombreux projets agro-industriels, technologiques et biotechniques, VITIB, électriques et automobiles. Pour le diplomate indien, la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire est l'exemple type de la coopération sud-sud. I'm completing my mission and have spent less than 2 years. Le président s'est réjoui du fait que depuis mon séjour ici, les projets économiques de développement en Côte d'Ivoire sont allés relativement très vite. J'ai eu l'occasion également d'informer son Excellence Monsieur le Président du fait que la ligne de crédit de 100 millions de dollars de Ashokle Lang est en train d'être signée et que bientôt la Côte d'Ivoire sera fournie en matière de bus et de camions. Et au travers des médias que vous représentez ici, c'est l'occasion pour moi de remercier le peuple ivoirien pour cette affection qui m'a été accordée tout au long de mon séjour en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Dinesh Bhatia, qui a présenté ses lettres de créance le 12 juin 2014, s'est félicité de l'intensification de la coopération économique entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. L'implication de tous dans la lutte pour l'élimination du VIH-Sida d'ici à 2030 est nécessaire pour vaincre la maladie et atteindre les objectifs du développement durable. Dominique Ouattara l'a dit hier à Accra, au Ghana, lors de la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Les adolescents sont les plus touchés par le VIH-Sida, on le sait. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique ont donc fait de ce combat leur priorité. Le reportage de Viviane Haïm. Faire barrage au sida qui frappe de plus en plus les adolescents en Afrique. La pandémie est devenue aujourd'hui la principale cause de décès chez les jeunes Africains âgés de 10 à 19 ans. C'est autour de cet objectif que se sont réunis le jeudi 11 février à Accra, au Ghana, les Premières Dames d'Afrique. Regroupées en une organisation dénommée l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, en abrégé OPDAS. Créée en 2002 à Genève, à l'issue d'une réunion organisée par l'ONU-SIDA. L'OPDAS compte à ce jour une 40aine de membres et a un secrétariat permanent établi à Addis Abeba en Éthiopie. L'OPDAS joue un rôle important pour le plaidoyer et la mobilisation des partenaires autour des programmes de lutte sur le continent. La rencontre d'Accra était la 7e conférence africaine sur la santé et les droits sexuels. Prenaient part les premières dames de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Tchad, d'Éthiopie, du Kenya, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau. Au total, 7 premières dames qui représentaient différentes régions du continent. Au nom de leur organisation, elles ont procédé au lancement de la campagne continentale baptisée « Tous inclus », campagne destinée à lancer l'offensive contre l'épidémie du VIH chez les adolescents. La première dame du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, nouvelle présidente en exercice de l'OPDAS et présidente d'honneur de la conférence, a appelé ses consoeurs premières dames à l'action. Nous devons agir très rapidement, a-t-elle souhaité. Invitée à prendre la parole au nom de l'Afrique de l'Ouest, la première dame de Côte d'Ivoire, déjà fortement impliquée dans la lutte pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH dans son pays, la Côte d'Ivoire, a proposé des pistes d'action tout en appelant ses consoeurs, premières dames, à fédérer leurs efforts. L'Afrique compte aujourd'hui plus de 200 millions de jeunes de 18 à 24 ans et ils seront 3 fois plus nombreux d'ici 2050. Et lorsque l'on sait
que le nombre de nouvelles infections à VIH augmente chez les adolescents et chez les jeunes, alors qu'il est en régression dans les autres groupes d'âge, nous ne pouvons que nous mettre en action pour stopper la menace. Il s'avère donc indispensable d'assurer un meilleur accès aux adolescents à l'information, à l'éducation et aux services de santé sexuelle. Les premières dames d'Afrique que nous sommes devons fédérer nos efforts avec l'appui des acteurs nationaux et internationaux afin de sensibiliser et de protéger notre jeunesse. C'est donc à juste titre que je voudrais saluer cette initiative qui nous permettra de faciliter l'accès à des services de santé adaptés aux besoins des adolescents et à intensifier la sensibilisation sur les IST, VIH, SIDA et santé de la reproduction. J'ai la ferme conviction qu'en conjuguant nos efforts, nous parviendrons à faire bouger les lignes et à contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable. La première dame a fait savoir l'engagement du gouvernement ivoirien dans cette lutte et qui est déjà en campagne depuis le 5 octobre 2015. Les agences des Nations Unies, à savoir l'ONU-SIDA, l'UNICEF et l'UNFPA, ont apporté leur soutien à l'initiative des premières dames d'Afrique pour mettre fin à l'épidémie du VIH chez les adolescents. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ces centres d'état civil, des centres d'état civil de Côte d'Ivoire qui ont été équipés par le système des Nations Unies, et ce dans le cadre du plan prioritaire pour la consolidation de la paix pour le projet de modernisation de l'état civil. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba. Le reportage de Abou Sanogo. C'est un don de 203 millions de francs CFA. Il est constitué de 120 motos, 22 vélos, 50 kits informatiques et d'un véhicule. Réceptionné par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, ce geste du système des Nations Unies vient renforcer les capacités opérationnelles de certains centres d'état civil de la Côte d'Ivoire. Nous tenons donc ici à saluer l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à lancer bientôt un grand chantier de la réforme de l'état civil à laquelle l'Union africaine invite les États membres à travers son initiative, et je cite, « Initiative pour l'accélération de l'enregistrement des faits d'état civil et l'établissement d'état civil en Afrique ». Cette réforme va contribuer à réaliser l'enregistrement universel et gratuit de toutes les naissances qui surviennent en Côte d'Ivoire. Ces équipements, j'en suis convaincu, contribueront à améliorer l'efficacité des centres d'état civil aux fins de délivrer des prestations de qualité et de réduire les risques de conflits liés à l'identification dans les zones ciblées par le deuxième plan. Ces dons vont nous aider dans un domaine très important de la vie de la nation à accroître notre capacité d'enregistrement des naissances, en faisant en sorte que nos agents puissent aller au plus près des populations. On estime à 1 800 000 le nombre d'enfants et jeunes âgés de 0 à 19 ans qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Le don du système des Nations Unies a été rendu possible grâce au Fonds de consolidation de la paix qui accompagne dans le cadre du nouveau plan prioritaire couvrant la période 2015 à 2017 à travers l'UNICEF. La campagne 2016 de commercialisation de la noix de cajou va démarrer lundi prochain. Et pour accroître le revenu des producteurs et garantir la qualité de la production sur le marché international, il s'avère nécessaire de transformer la production au niveau national. Sachez que le prix marchand de la noix de cajou est fixé à 350 francs CFA. Francis Boifo. Sur une production mondiale attendue de 2 900 000 tonnes de noix de cajou brutes cette année, la Côte d'Ivoire a l'ambition de produire 725 000 tonnes, soit 24%. Objectif, maintenir sa position de premier producteur mondial de cajou en 2015. Au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le défi majeur reste la transformation de la noix de cajou. Le taux actuel est de 6%. L'État a décidé d'encourager les transformateurs locaux. Les transformateurs locaux auront une subvention de 80 francs sur le prix de la noix de cajou qu'ils seront transformés localement. Je ne dis pas acheter, je dis transformer localement. Cette année,
Le prix Borchamp du kilogramme de la noix de cajou est fixé à 350 francs CFA et la campagne démarre le 15 février prochain. Des mesures ont été prises à l'encontre des acheteurs véreux. Que les uns et les autres sachent qu'ils ont tout intérêt à respecter et les textes et les dispositions en vigueur et le prix officiel. Sinon, malheureusement, ils risquent de ne plus continuer leur activité parce que tous ceux qui seront pris en flagrant délit, évidemment, tout ce que le code pénal prévoit, ils vont le subir. Pour les responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le respect des prix vise à augmenter les revenus des producteurs. 288 milliards de francs CFA leur ont été distribués en 2015 contre 169 milliards en 2014. Une étude sur l'état du service public en Côte d'Ivoire a été lancée par le ministère de la fonction publique et de la modernisation. L'idée est d'évaluer les capacités des services publics à fournir des prestations de qualité aux usagers. L'étude est pilotée par l'ENA, l'École nationale d'administration. Michel Ducré était au lancement de l'opération. L'État de Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour moderniser son administration et ce, en posant un bon diagnostic de l'état du service public. C'est tout le sens de la mise en route de cette étude pilotée par l'École nationale d'administration. À travers cette étude, une nouvelle ère s'ouvre pour l'ENA et doit faire apprécier son savoir-faire et sa capacité à être à la hauteur des attentes de ses mandats et répondre favorablement aux attentes d'une administration ivoirienne modèle et moderne. Il s'agira d'évaluer les capacités des services publics ivoiriens à fournir des prestations de qualité aux usagers. L'étude portera sur 3 secteurs, à savoir l'eau et l'assainissement, l'éducation et enfin sur la santé et le VIH-Sida. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration souhaite l'implication de toutes les parties pour la réussite de l'opération. Je voudrais, au nom de l'État de Côte d'Ivoire et de mes collègues ici représentés, demander à la communauté nationale et internationale à s'approprier cette étude et inviter les personnes et les administrations ciblées par l'enquête à réserver un bon accueil à l'équipe d'experts assignée à cette tâche. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte de l'Union africaine sur les valeurs et principes du service public. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a initié une rencontre consultative avec les associations de femmes. Efrazi Kwasi Yao veut par là tenir compte des aspirations de ces associations de femmes, mais aussi des ONG qui militent en faveur des femmes et de la famille. Christelle Nda nous dit ce à quoi vont servir les conclusions de cette rencontre. Plus d'une centaine d'ONG et d'associations de femmes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire répondent à l'appel de la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Moment favorable pour elle d'échanger avec la ministre sur la mise en œuvre de la politique nationale de la famille, la formation et l'insertion socio-professionnelle de la femme. On attend que de véritables mesures d'accompagnement soient prises pour nous aider à nous insérer dans les secteurs d'activité où il y a peu de femmes. Dans l'immédiat, il y a l'adoption des documents de la consultation familiale. Et partant de là, que véritablement que nous soyons rassurés des décisions qui vont être prises à l'endroit et en faveur des familles, les projets. Ces attentes seront prises en compte, rassure Efrazi Yao, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. Le 22 février, nous allons faire le programme de travail gouvernemental. Et j'ai toute la quintessence pour proposer ce que vous avez entendu au Premier ministre d'un camp et au Président de la République. Cette rencontre a vu également la participation des membres du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, les élus, les cadres de l'administration et les femmes leaders communautaires et religieuses. Objectif: recueillir les aspirations profondes de ces associations qui seront traduites en actions gouvernementales. Les lauréats de la 17e édition du prix Ebony ont reçu leur lot. C'était à la Maison de la Presse au Plateau. Parmi les lots, une villa et une voiture de 16 millions de francs CFA. Découvrons-les dans ce reportage de Patricia Omoetia.
Chose promise, chose due. Le Super Ebony de l'édition 2015 a officiellement reçu les clés de sa voiture ici à la Maison de la Presse. Ça y est, tout ce qui a été promis nous a été remis. C'est aussi la preuve que l'UNGCI est une structure crédible qui tient ses engagements. On est fiers. À l'instar de Jérôme Kouakou, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a également remis officiellement aux différents lauréats du prix Ebony leur lot. Des prix composés d'appareils numériques, de téléviseurs et de plusieurs chèques. Mais c'est toujours bien d'être récompensé quand on a été lauréat. Et je remercie l'UNJCI qui a tenu vraiment ses promesses. Être reconnu par ses pairs, c'est toujours une satisfaction morale et c'est surtout aussi une exhortation à toujours mieux faire. Pour moi, c'est un défi à relever. C'est un autre défi, un autre combat que je dois mener pour aller plus haut. Vaut mieux tard que jamais. Le Super Ebony de l'année 2011, Irène Barth, est finalement entrée en possession des clés de sa villa d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Pour les promoteurs, c'est une injustice qui vient d'être réparée. Nous venons réparer une injustice parce que l'administration étant une continuité et nous pensons que la presse c'est notre famille. Nous voulons réparer cette injustice. Puis les années à venir, nous allons donner au Ebony actualisé. Un soulagement pour le président de l'UNJCI. Selon lui, partenaires et membres du jury œuvrent pour la crédibilité de l'organisation. Dans l'histoire de l'UNJCI, c'est la première fois que les lauréats s'en sortent avec autant de millions. Et c'est le lieu pour moi d'inviter l'ensemble des journalistes qui veulent remporter ce prix, de se mettre au travail. Et c'est dès maintenant que ça commence. Le prix Ebony est organisé chaque année par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en hommage au journaliste et auteur Noël X Ebony, décédé le 22 juillet 1986 à Dakar. Ouverture de la première édition des Journées nationales de la communication et du marketing à Yamoussoukro. Un praticien professionnel et expert de la communication étaient tous présents à ce rendez-vous. Kader Sogodogo. Les Journées nationales de la communication et du marketing, JNCM, sont une plateforme annuelle dédiée au retour et au partage d'expériences locales entre responsables en communication, marketing et commercial de Côte d'Ivoire. Le thème de la première édition est « Accompagnement du changement au sein des directions commerciales, marketing et communication ». Les Journées nationales métiers qui se proposent de réunir différents praticiens par corps de métier en vue d'échanger sur des thématiques d'actualité et d'intérêt national faisant écho de nos réalités. Il faut qu'on adapte tout ce qu'on dira à nos réalités. Pour la cérémonie d'ouverture, un panel avec pour thème les fonctions communication, marketing et commercial au service de la relation client a permis à des professionnels du secteur de partager leur riche expérience avec l'assistance. Aujourd'hui, la relation client est affectée par de nombreux facteurs extérieurs, mais aussi par rapport à l'évolution de la société elle-même. On parle aujourd'hui de génération Z, on parle de digital, on parle de communication ascendante, descendante, transversale, etc. À la relation client. Donc ce que j'ai pu expliquer, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Une entreprise peut être importante, peut vendre des produits à profusion, c'est vrai. Elle peut être une marque extrêmement importante, cela aussi est vrai. Mais tous ceux qui produisent cela, ce sont les hommes. D'autres activités, notamment celles liées au partage d'expériences sur divers thèmes, vont meubler les 3 jours consacrés à ces Journées nationales de la communication et du marketing JNCM. Les policiers municipaux seront bientôt formés en vue de répondre aux exigences de leur nouvelle charge. Et c'est le président de l'Union des villes et communes, Gilbert Kafanakone, qui a procédé au lancement de la dite formation à l'hôtel du district. Massokone Herman Niamien nous parle de cette formation. 1000 policiers municipaux vont bénéficier d'une formation. Une formation initiée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Académie de la sécurité professionnelle de Côte d'Ivoire et le Fonds de développement de la formation professionnelle. Objectif, optimiser leurs compétences afin de lutter efficacement contre l'insalubrité, l'occupation anarchique du domaine public et surtout la sécurité urbaine. Pour le président de l'UVICOSI, un tel objectif ne peut être atteint qu'en dotant les communes d'un corps de police municipal compétent, professionnel, capable de répondre aux besoins des populations. Il s'agit d'un partenariat par lequel
le Fonds de développement de la formation professionnelle a accepté d'accompagner les maires dans leur quête de disposer de collaborateurs bien formés pour une meilleure satisfaction des attentes de nos concitoyens. Ce partenariat qui permettrait d'apprendre le métier de policier municipal et de rendre nos polices municipales plus dynamiques devrait être élargi à l'ensemble des agents des 197 communes de Côte d'Ivoire. En attendant l'ouverture d'une école nationale de formation des policiers municipaux, l'UVICOSI et ses partenaires accentuent leur coopération sur la formation continue professionnelle et bien d'autres actions. La première vague de policiers municipaux qui vont être formés est issue des communes du district d'Abidjan. Le projet vise à terme toutes les communes de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la CEI ainsi que les perspectives du retrait de l'ONUCI après l'élection présidentielle de 2015 étaient au cœur d'une séance de travail qui a réuni la Commission électorale indépendante et la mission d'évaluation stratégique des Nations Unies. Salimata Dia et Gabriel Zani nous disent ce qu'il en est. Une mission d'évaluation stratégique des Nations Unies à la Commission électorale indépendante ce jeudi. Parmi les points abordés, le bilan des dernières activités de la CEI dans le processus de paix en Côte d'Ivoire avec l'appui du système des Nations Unies. L'ONUCI a fortement contribué à créer les conditions propices à la tenue d'un scrutin présidentiel libre, régulier, transparent et ouvert à tous en 2015 par un appui en matière de sensibilisation avec une forte implication des forces onusiennes aux côtés des forces nationales. Au-delà de l'évaluation de la contribution de l'ONUCI, cette séance de travail permet à la mission de prospecter en vue de leur retrait du pays. Le Conseil de sécurité nous a demandé de voir comment il serait envisageable de procéder à un retrait de l'ONUCI en capitalisant sur l'élection présidentielle de 2015, mais aussi en tenant compte des prochaines échéances électorales et référendaires et aussi des enjeux sécuritaires au niveau national et au niveau sous-régional. Un retrait prévu à l'aube 2017, mais l'envoyé des Nations Unies rassure quant au soutien de l'organisation lors des prochaines échéances électorales. Le 12 février 2002, les Nations Unies ont signé un protocole qui interdit l'enrôlement des moins de 18 ans dans les conflits armés. Aujourd'hui, 12 février, journée internationale de l'enfant soldat, Alexis Ouedraogo revient sur la difficile réinsertion de ces enfants soldats. Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria. Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Nous avons commencé à nous battre contre notre peuple. Après la guerre, on a été désarmés, ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être rabatteur dans les minibus. Ils n'avaient rien à faire et je ne voulais pas me retrouver à voler des gens dans la rue pour pouvoir manger mon pain quotidien. En plus, je peux dormir sur le trottoir. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les deux guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. C'était le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP qui faisait le portrait de Abdoul, le jeune Libérian qui avait 15 ans et qui fait partie de ces laissés pour compte. Revenons maintenant au reportage d'Alexis Ouedraogo. Je le disais tout à l'heure, le 12 février 2002, les Nations Unies ont signé un protocole qui interdit l'enrôlement des moins de 18 ans dans les conflits armés. Aujourd'hui, c'est le 12 février, journée internationale de l'enfant. Notre reporter Alexis Ouedraogo revient donc sur la difficile réinsertion de ces enfants soldats. Suivons ce reportage.
On leur apprend une seule chose, tuer. Véritables machines de guerre, ces enfants soldats sont très souvent obligés en rite de passage d'exterminer leur propre famille. Objectif, arracher à leurs âmes toute forme d'humanité. Junior a été récupéré par l'UNICEF en République centrafricaine. Sa motivation à lui, c'était la vengeance. Les adultes lui ont mis une arme entre les mains. Nous tuions les gens comme des termites. Avant de nous battre, nous prenions des drogues. Nous avions besoin de nous sentir comme des hommes, être essentiels. Certains, à la différence de Junior, sont enrôlés de force. Espions, éclaireurs, cuisiniers, gardes ou esclaves sexuels, filles et garçons, ces enfants sont manipulés, maltraités et violés. Le pire pour eux, les périodes post-conflit. Ces enfants soldats se retrouvent seuls avec des blessures physiques et psychologiques. Rejetés par leur famille, leur façon de penser a changé, ils ne connaissent plus que la violence. C'est pour eux que les Nations Unies ont signé le 12 février 2002 un protocole en vue d'interdire l'utilisation d'enfants dans les conflits. C'est un crime de guerre. Un enfant soldat est toute personne de moins de 15 ans ayant participé aux hostilités. Ces personnes qui ne sont pas reconnues par les forces ou groupes armés ne sont pas prises en charge par les programmes de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Habitués à prendre les armes ou à avoir tout par la force, par les armes, sont aujourd'hui dans les conflits armés ou à la fin du processus armé, des bandits, des voyous, des grands chemins qui pillent et qui volent les honnêtes citoyens. La journée du 12 février invite à la solidarité internationale autour du fléau. Les parents sont exhortés à éviter d'offrir à leurs enfants des jouets qui renforcent la culture de la guerre. La guerre n'est pas un jeu. Effectivement, la guerre n'est pas un jeu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.